exemple concret d'une psychologie d'univers. Nous allons suivre un récit où le décor d'un lac de montagne crée en quelque manière son personnage, où l'eau profonde et forte provoquée par la nage transforme un être humain en un être de l'eau, transforme une femme en Mélusine. Notre commentaire aura pour centre un grand livre de Jacques Audiberti, Carnage. Audiberti ne donne qu'occasionnellement des images du reflet. Sa rêverie est attirée par l'eau comme si son imagination avait des pouvoirs d'hydromancie, les attirances d'hydrophilie. Le rêveur rêve de vivre dans l'épaisseur de l'eau, il vivra des images du toucher. L'imagination nous donnera non plus seulement un au-delà des images contemplées, mais un au-delà des joies musculaires, un au-delà des puissances de la nage. À lire les pages que Jacques Audiberti a écrites dans un chapitre qui porte comme titre « Le lac », on pourrait croire d'abord qu'elles traduisent des expériences positives, mais chaque sensation notée est augmentée en une image. Nous entrons dans la région d'une poétique du sensible, et s'il y a expérience, c'est une véritable expérience d'imagination qu'il faudrait parler. La réalité nue amortirait cette expérience de poétique du sensible. Dès lors, il ne faut pas lire de telles prouesses dans la vie de l'eau en les référant à nos expériences, à nos souvenirs. Il faut les lire imaginativement, en participant à la poétique du sensible, à la poétique du toucher, la poétique des tonalités musculaires. Nous noterons au passage ces ornements psychologiques qui donnent une vie esthétique aux simples perceptions. Présentons d'abord l'héroïne du monde des eaux. Audiberti rêve directement aux forces de la nature. Il n'a pas besoin de légendes et de contes pour créer une Mélusine. Tant qu'elle vit sur terre, sa Mélusine est une fille du village. Elle parle, elle vit comme les gens du village. Mais le lac la rend seule, et dès qu'elle est seule près du lac, le lac devient un univers. La fille du village entre dans l'eau verte, dans une eau moralement verte, sœur de la substance intime d'une Mélusine. Et la voici qui plonge, une écume sort d'un gouffre blanchissant de 1000 fleurs d'aubépine, l'intimité du monde liquide. La nageuse est maintenant sous les flots, plus rien désormais n'existait qu'une extase de rumeurs plus bleue que tout au monde. Une extase de rumeurs plus bleue que tout au monde. À quel registre sensible appartient cette image? Que le psychologue en décide, mais le rêveur debout est ravi, car la rêverie des eaux est ici une rêverie parlée. La poétique de la parole est ici la poétique dominante. Il faut redire et encore redire pour entendre tout ce que dit le poète. Pour oreille qui veut entendre la voix des flots, quel coquillage que le mot rumeur. L'écrivain continue, la nageuse parcourait l'intérieur de l'azurage liquide. Nouée à l'eau bleue qui la cerne, l'emplit et la dissout, elle a enregistré les coups de foudre noirs que le jour infusé dessine sous les ondes. Au sein des eaux naît un autre soleil. La lumière a des remous, elle propage des éblouissements. Qui voit sous les eaux doit souvent protéger sa rétine. À chaque brasse, le monde des eaux change de violence. L'ardente Mélusine, dit Jacques Audiberti, enroulée à son corps ces chapelets d'univers furieux où se traduit la respiration des chevaux invisibles qu'abrite la merveille. Car le poète, c'est sa fonction, doit nous donner les mondes de la merveille, ces mondes qui naissent d'une image cosmique exaltée. Cette fois, grâce à l'exaltation, l'image cosmique n'est pas purement et simplement puisée dans le monde. Elle dépasse le monde en quelque manière au-delà de tout ce qui est perçu. De sa nageuse, Audiberti écrit « Dans l'intelsolente nuit des eaux, nuit lacustre, nuit favorable, elle rentrait, voyageait, méditait bien au-delà des pouvoirs de la nage. » Mais des univers si nouveaux, si fortement imaginés, ne peuvent manquer de travailler en son tréfonds l'être qui les imagine. Si nous suivons en toute sincérité les images du poète, il nous semble que l'imagination anéantit en nous un être de la terre. Nous sommes tentés de laisser naître en nous un être des eaux. Le poète a inventé un être, donc il est possible d'inventer des êtres. Pour chaque monde inventé, le poète fait naître un sujet inventant. Il délègue sa puissance d'inventer à l'être qu'il invente. Nous entrons dans le règne du jeu cosmisant. Nous revivons grâce au poète le dynamisme d'une origine en nous et hors de nous. Un phénomène d'être se lève sous nos yeux à fond de rêverie et comble de lumière le lecteur qui accepte les impulsions d'image du poète. La Mélusine d'Audiberti vit un changement d'être. Elle anéantit une nature humaine pour recevoir une nature cosmique. Elle cesse d'être pour être bien plus, s'accorder à la gloire de s'abolir, sans pourtant trépasser. Se fondre dans l'élément fondamental est un suicide humain nécessaire
à qui veut vivre un surgissement dans un nouveau cosmos. Oublier la Terre, désavouer notre être terrestre, double nécessité à qui aime l'eau d'un amour cosmique. Alors avant l'eau il n'y a rien, au-dessus de l'eau il n'y a rien, l'eau est le tout du monde. Quel drame d'ontologie nous appelle à vivre le poète. Quelle nouvelle vie qu'une vie où les événements suscités par des images. En venant au lac, la Mélusine rompait avec n'importe quelle forme de destinée sociale. Elle emplissait la coupe du néant de la nature. Elle devenait immense dans le suicide. Mais quand, baignée jusqu'au fond du cœur, elle retrouvait le monde et son dessèchement, elle ressentait presque qu'elle était l'eau du lac. L'eau du lac se lève, elle marche. Mélusine, revenant sur la terre, marchant sur la terre, a gardé l'énergie de la nage. L'eau en elle est l'être d'une énergie. Dans l'héroïne de l'eau d'Audiberti, on peut dire, en utilisant un vers de Tristan Tzara, que l'eau douce et l'eau musclée se sont rencontrées. On parlait seul de Tristan Tzara. Cette eau qui se lève, cette eau dressée, cette eau debout, quel nouvel être. Nous touchons bien là une extrémité de la rêverie. Puisque le poète ose écrire cette rêverie extrême, il faut que le lecteur ose la lire, jusqu'à une sorte d'au-delà des rêveries de lecteur, sans réticence, sans réduction, sans souci d'objectivité, ajoutant même, s'il se peut, sa propre fantaisie à la fantaisie de l'écrivain. Une lecture toujours au sommet des images, tendue vers le désir de dépasser les sommets, donnera au lecteur des exercices bien définis de phénoménologie. Le lecteur connaîtra l'imagination dans son essence, puisqu'il la vivra dans son excès, dans l'absolu d'une image incroyable, signe d'un être extraordinaire. Dans les rêveries habituelles de l'eau, dans la psychologie classique de l'eau, les nymphes n'étaient pas tout compte fait des êtres extraordinaires. On pouvait les imaginer comme des êtres de brume, comme des eaux follettes, sœurs flexibles des feux qui courent sur les temps. Les nymphes ne réalisaient qu'une promotion humaine subalterne. Elles restaient des êtres de la douceur, de la mollesse, de la blancheur. Mélusine contredit la substance facile. Elle est une eau qui veut la verticalité, une eau dure et vigoureuse. Elle appartient davantage à une poétique de la rêverie des forces qu'à une poétique de la rêverie de la substance. Nous allons en avoir le témoignage en lisant plus avant ce grand livre qu'est Carnage. Dans une vie cosmique imaginée, imaginaire, les mondes différents souvent se touchent, se complètent. La rêverie de l'un appelle la rêverie de l'autre. Dans un ouvrage antérieur, L'air et les songes, nous avons assemblé de nombreux documents qui prouvent la continuité onirique qui unit les rêves de la nage et les rêves de vol. Déjà par le pur miroir du lac, le ciel devient une eau aérienne. Le ciel est alors pour l'eau un appel à une communion dans la verticalité de l'être. L'eau qui reflète le ciel est une profondeur du ciel. Ce double espace mobilise toutes les valeurs de la rêverie cosmique. Dès qu'un être qui rêve sans limite, dès qu'un rêveur ouvert à tous les songes vit intensément dans un des deux espaces, il veut aussi vivre dans l'autre. Audiberti a réussi par ses songes de la nage à créer une aussi dynamique, une aussi musclée que la Mélusine des eaux rêve à des forces qui, dans un plongeon au fond du ciel, lui donneraient l'être d'une Mélusine des airs. Elle veut voler, elle rêve aux êtres qui volent. Que de fois au bord du lac, la Mélusine a contemplé l'épervier qui dessine des bords du lac. Il dessine des cercles autour du zénith. Les ronds dans le ciel ne sont-ils pas les images des ronds qui courent sur la sensible rivière au moindre vent? Le monde est un. Dès les rêveries s'unissent, se soudent, l'être ailé qui tourne dans le ciel et les eaux qui vont sur leur propre tourbillon font alliance. Mais c'est l'épervier qui tourne le mieux. À quoi rêvent les éperviers qui dorment là-haut en tournant? Ne sont-ils pas eux aussi comme la lune du philosophe emportée par un tourbillon? Oui, à quoi rêvent les philosophes quand les images de l'eau sont immédiatement des pensées du ciel? Et sans fin le rêveur suit le voyage astronomique de l'épervier. Quelle gloire, quel prestige du vol que ce cercle si bien dessiné autour du zénith. La nage ne connaissait que la ligne droite. Il faut voler comme l'épervier pour comprendre concrètement la géométrie du cosmos. Mais soyons moins philosophes et reprenons notre apprentissage de l'art psychologique, de la dynamo-génie, en suivant les leçons de rêverie du poète. Ainsi Mélusine rêve deux fois, toujours deux fois, dans l'azur du ciel ou dans le bleu sombre du lac. Alors, Audiberti écrit de grandes pages de psychologie dynamisée sur le vol essayé, sur le vol réalisé, sur le vol manqué. D'abord, voici les convictions acquises dans les rêves de la nuit, convictions oniriques qui se trouvent préparées ou confirmées par la rêverie d'allègrement.
qui ne quitte pas l'esprit de Mélusine durant le jour. Parfois les yeux fermés, couchée dans l'herbe ou sur son lit, elle essayait de s'évader des pesanteurs. On sort de son corps dans ce qu'il a d'irréductible au pèlerinage léger. On se situait avec force dans l'air au-dessus de sa dépouille. Et pourtant cette dépouille, votre chair vous l'emporterez avec vous, mais désossée, désenvenimée. Une nuit même, elle crut réussir. Elle se sentit portée vers le plafond. Elle ne touchait plus ni du dos, ni des pieds, ni du ventre. Elle montait doucement. Rêvait-elle? Ne rêvait-elle pas? Elle saisit pourtant la poutre de sa main gauche. Elle put arracher avant de redescendre 3 brins de bois léger, témoignage certain, et puis elle retomba dans le sommeil. Au réveil, les 3 brins de bois avaient disparu. L'écrivain qui imagine est ici psychologue exact. Il sait que dans le rêve de vol, le rêveur est comblé de preuves objectives. Le rêveur arrache au plafond une écharde de bois. Il cueille une feuille au sommet de l'arbre. Il prend un œuf dans le nid du corbeau. À ces faits précis s'unissent des raisonnements bien liés, des arguments bien choisis qu'on donnera à ceux qui ne savent pas voler. Hélas, au réveil, les preuves ne sont plus dans les mains. Les bonnes raisons ne sont plus dans l'esprit. Mais le bienfait du rêve nocturne de légèreté demeure. La rêverie reprend le germe de l'être aérien formé dans la nuit. La rêverie le nourrit, non plus avec des preuves, non plus avec des expériences, mais avec des images. Ici, une fois de plus, les images peuvent tout. Quand une impression heureuse d'allègement vient dans l'âme, elle vient aussi au corps, et la vie a un instant, un destin d'image. Se sentir léger est une sensation si concrète, si utile, si précieuse, si humanisante. Pourquoi les psychologues ne se soucient-ils pas de nous constituer une pédagogie de cette légèreté de l'être? C'est donc aux poètes qui revient le devoir de nous apprendre à incorporer les impressions de légèreté dans notre vie, à donner du corps à des impressions trop souvent négligées, là encore suivant au divertif. Dès que la Mélusine gravit la pente douce de la colline, en une marche légère, elle vole, ivre de tant de ciel mangé comme des crins de l'élixir d'azur qui fait voler. Elle marche encore, mais des ailes déjà lui poussent. Noire aile de nuit, découpée par le faîte épineux des montagnes. Non, les montagnes elles-mêmes font partie de la substance de ces ailes. Les montagnes avec leur alpage, leurs maisonnettes, leurs sapins. Elle admet que ces ailes vivent, qu'elles battent, elles vont battre, elles marchent, elles volent, elles cessent de marcher, elles volent. Elle est de toutes parts ce qui vole. Il faut lire ces pages en une grande tension de lecture en croyant ce qu'on lit. L'écrivain veut convaincre le lecteur de la réalité des forces cosmiques en action dans les images de vol. Il y a une foi qui, plus encore que celle qui soulève les montagnes, les fait voler. Les sommets ne sont-ils pas des ailes? Dans son appel à une sympathie de l'imagination, l'écrivain harcèle le lecteur, il le talonne. Il me semble que j'entends le poète dire « T'envoleras-tu enfin, lecteur? Resteras-tu assis inerte alors que tout un univers est tendu vers le destin de voler ?» Ah, les livres aussi ont leur propre rêverie. Ils ont chacun une tonalité de rêverie, car toute rêverie a une tonalité particulière. Si l'on méconnaît trop souvent l'individualité d'une rêverie, c'est parce qu'on a décidé de tenir la rêverie comme un état psychique confus. Mais les livres qui rêvent corrigent cette erreur. Les livres sont donc nos vrais maîtres à rêver. Sans une totale sympathie de lecture, pourquoi lire? Et quand on entre vraiment dans la rêverie du livre, comment cesser de lire? Alors, poursuivant la lecture du livre d'Audiverti, les yeux s'ouvrent, on voit le vol conquérir le monde. Le monde doit voler, il y a tant d'êtres qui vivent de voler, que le vol est sûrement le proche destin du monde sublimé. Tant d'oiseaux, les petits, les gros, et la libellule froissante, et le sang blide aux ailes de Mika. Que d'autres oiseaux qui font voler au ciel le cristal tous les minéraux de la terre, 2 fois plus court que sa femelle. Oui, c'est un lac, l'univers, piétiné sur le plancher de ce lac, les genoux un peu bas comme maintenant elle fait. Elle en éprouve de la honte. Alors, sans cesse, il faut recommencer toute la prouesse qui portera la rêveuse dans l'azur du ciel. Un être qui peut voler ne doit pas rester sur la terre. Il faut que pour de bon elle s'envole. Il faut qu'elle fonde et nage et cingle à travers les airs. Vole, fille de rien, âme seule, bougie obscure, vole, elle vole. Les substances s'altèrent, un souffle épais comme du flot la soutient, elle atteint à la puissance oselante, elle domine. Mais dans l'extrême succès, voici l'effondrement, la rêverie atterrit, un immense regret tremble dans les cloches de la défaite qui sonne la syncope d'un être retombant d'un tel rêve dans la réalité. Ne
jamais de l'essence de l'air à l'essence de l'eau, l'écart serait-il si grand? Est-il possible qu'une rêverie si grande, si forte, si entraînante puisse être contredite par la réalité? Elle se soudait si bien à la vie, à notre vie, elle donnait vie si sûrement à un essor de la vie, elle avait donné tant d'être à notre être imaginant, elle avait été pour nous une ouverture à un monde si nouveau, si au-dessus du monde usé par la vie quotidienne. Ah, du moins, quelle faiblesse qu'est nos ailes imaginaires. La rêverie de vol nous ouvre un monde, elle est ouverture au monde, grande ouverture, large ouverture. Le ciel est la fenêtre du monde. Le poète nous apprend à la tenir grande ouverte. Malgré les larges nombreux extraits que nous avons faits du livre de Jacques Oliverti, nous n'avons pas pu suivre la rêverie des airs dans tous ses remous et dans toutes ses reprises. Nous n'avons pu dire toutes les péripéties d'une dialectique qui va de l'univers liquide à l'univers aérien. En morcelant nos citations, nous avons rompu avec l'entraînement du texte, avec l'entraînement poétique des images qui, malgré leur richesse et leur fantaisie, conquièrent l'unité de rêverie. Nous voudrions cependant avoir convaincu notre lecteur de surcroît de puissance psychique que l'art du poète apporte au simple récit des événements du rêve. Une unité de poésie vient se greffer sur l'unité de rêverie. Si une poétique de la rêverie pouvait se constituer, elle dégagerait des protocoles d'examen qui nous permettraient d'étudier systématiquement l'activité de l'imagination. De l'exemple que nous venons d'exposer, on tirerait ainsi un protocole de questions à poser pour déterminer les possibilités d'adhésion à la poésie des images. Ce sont les valeurs poétiques qui rendent la rêverie psychiquement bénéfique. Par la poésie, la rêverie devient positive, devient une activité qui doit intéresser le psychologue. Faute de suivre le poète dans sa rêverie délibérément poétique, comment fera-t-on une psychologie de l'imagination? Prendra-t-on des documents chez ceux qui n'imaginent pas, qui se défendent d'imaginer, qui réduisent les images foisonnantes à une idée stable, chez ceux plus subtils négateurs de l'imagination, qui interprètent les images, ruinant à la fois toute possibilité d'une ontologie des images et d'une phénoménologie de l'imagination? Que seraient les grands rêves de la nuit s'ils n'étaient soutenus, nourris, poétisés par les belles rêveries des jours heureux? Comment un rêveur de vol reconnaîtrait-il son expérience nocturne dans la page qu'il consacre Bergson dans l'énergie spirituelle? Bergson, en expliquant ce rêve, comme plusieurs autres, par des causes psychophysiologiques, ne paraît pas envisager l'action propre de l'imagination. Pour lui, l'imagination n'est pas une réalité psychologique autonome. Voici alors les conditions physiques qui, d'après lui, déterminent le rêve du vol, le rêve de votre vol onirique si vous vous réveillez brusquement. Voici, je crois, ce que vous trouverez. Vous sentiez que vos pieds avant avaient perdu leur point d'appui, puisque vous étiez en effet étendus. D'autre part, croyant ne pas dormir, vous n'aviez pas connaissance d'être couché. Vous vous disiez donc que vous ne touchiez plus la terre, encore que vous fussiez debout. C'est cette conviction que développait votre rêve. Remarquez, dans les cas où vous vous sentiez voler, que vous croyiez votre corps sur le côté, à droite ou à gauche, en l'enlevant d'un brusque mouvement de bras, du bras qui serait comme un coup d'aile. Or, ce côté est justement celui sur lequel vous êtes couché. Réveillez-vous, et vous trouverez que la sensation d'effort pour voler ne fait qu'un avec la sensation de pression du bras et du corps contre le lit. Celle-ci, détachée de sa cause, n'était plus qu'une vague sensation de fatigue attribuable à un effort, rattachée alors à la conviction que votre corps avait quitté le sol. Elle est déterminée en sensation précise d'effort pour voler. Bien des points de cette description corporelle pourraient donner lieu à controverse. Souvent, le rêve de vol est un rêve sans ailes. Les petites ailes du talon de Mercure suffisent à donner l'élan. Il est bien difficile de rattacher les délices du vol nocturne à la fatigue d'un bras coincé dans la literie. Mais notre critique majeure ne s'adresse pas à ces faits corporels mal rapportés. Ce qui manque dans l'explication bergsonienne, ce sont les vertus d'image vivante, la vie en totale imagination. Dans ce domaine, les poètes en savent plus que les philosophes. En suivant dans les derniers paragraphes de ce chapitre différentes rêveries d'évasion qui partent des images privilégiées du feu, de l'eau, de l'air, des vents et du vol, nous avons profité d'images qui d'elles-mêmes se dilatent, se propagent jusqu'à devenir des images du monde. On pourrait nous demander d'étudier dans le même esprit les images qui sont sous le signe du quatrième élément, de l'élément terrestre, et en faisant une telle étude, nous quitterions les perspectives du présent ouvrage. Nous n'aurions plus affaire à des rêveries de la tranquillité de l'être, aux rêveries de notre oisiveté. Pour faire des recherches sur ce qu'on peut appeler la psychologie des substances, il faut penser et il faut vouloir.
des rêveries qui pensent. Nous en avons souvent rencontré dans les études que nous avons entreprises pour comprendre l'alchimie. Nous nous sommes alors essayés à une compréhension mixte, à une compréhension qui accueillerait à la fois des images et des idées, des contemplations et des expériences. Mais cette compréhension mixte et impure et qui veut suivre l'extraordinaire développement de la pensée scientifique doit rompre définitivement avec les liens de l'image et du concept. Pour mettre en action cette décision, nous avons fait dans notre enseignement philosophique de nombreux efforts. Nous avons écrit, entre autres, un livre qui a pour sous-titre « Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective » et plus particulièrement sur le problème de l'évolution des connaissances touchant la matière. Dans notre livre « Le matérialisme rationnel », nous avons essayé de montrer comment la chimie des quatre éléments ne préparait nullement à la connaissance de la science moderne dans la formation de l'esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Ainsi, de tout ce passé de culture, il reste que pour nous les images des substances sont touchées par une polémique entre imagination et pensée. Nous ne devions donc pas songer à en reprendre l'examen dans un livre consacré à la simple rêverie. Bien entendu, les rêveries devant les matières de la terre ont aussi leur détente. La pâte qu'on pétrit met une douce rêverie dans les doigts. Ces rêveries nous ont assez retenus dans les livres que nous avons écrits sur les matières de la terre, que nous n'en reprenons pas l'examen dans le présent ouvrage. À côté de ces rêveries qui pensent, à côté de ces images qui se donnent comme des pensées, il y a aussi des rêveries qui veulent, des rêveries d'ailleurs très réconfortantes, très confortantes, puisqu'elles préparent un vouloir. Nous en avons réuni de plusieurs types dans le livre auquel nous avons donné précisément pour titre « La terre et les rêveries de la volonté ». De telles rêveries de la volonté préparent et soutiennent le courage au travail. En étudiant la poétique, on trouverait les chants du travailleur. Ces rêveries agrandissent le métier. Elles mettent le métier dans l'univers. Les pages que nous avons consacrées aux rêveries de la forge ont voulu prouver le destin cosmique des grands métiers. Mais les ébauches que nous avons pu faire dans notre livre « La terre et les rêveries de la volonté » devraient être multipliées. Elles devraient surtout être reprises pour mettre tous les métiers dans le mouvement de la vie de notre temps. Quel livre alors il faudrait écrire pour mettre les rêveries de la volonté au niveau des métiers d'aujourd'hui? On ne pourrait plus se satisfaire des cours de pédagogie manuelle où l'on s'émerveille de voir un enfant s'intéresser à des métiers joués. L'homme vient d'entrer dans une nouvelle maturité. L'imagination doit donc servir la volonté et éveiller la volonté à de toutes nouvelles perspectives. Et c'est ainsi qu'un rêveur de rêverie ne peut se satisfaire de rêveries coutumières. Quelle joie on aurait si l'on pouvait se détacher d'un livre qui s'achève pour en reprendre un autre. Mais il ne faut pas dans un tel désir en venir à confondre les genres. Les rêveries de la volonté ne doivent pas venir brutaliser, masculiniser les rêveries du loisir. Et puisqu'il est de bonne méthode, quand on termine un livre, de se rapporter aux espérances qu'on nourrissait en le commençant, je vois bien que j'ai maintenu toutes mes rêveries dans les facilités de l'anima. Écrit en anima, nous voudrions que ce simple livre soit lu en anima, mais tout de même, pour qu'il ne soit pas dit que l'anima est l'être de toute notre vie, nous voudrions encore écrire un autre livre, qui cette fois serait l'œuvre d'un animus.